Michel, tu peux m'expliquer cette histoire de Jacques Attali et du chat? Mais comment tu te retrouves chez lui avec son chat sur les genoux? Ouais, mais parce qu'il a un chat Alors, il faut savoir un truc, c'est que les chats sentent les chats, et moi j'ai un chat. Et je pense que son chat a senti que j'en avais un, et donc il est venu, il s'est posé, vraiment à table, hein, il s'est posé sur mes genoux. Je pense qu'il y avait un truc de confiance, ouais. Là, c'est vrai, il y avait un truc de confiance. Ah tiens, le chat est resté avec. Et pour lui, ça voulait dire beaucoup, peut-être, pour Jacques, ça. Peut-être. Ouais. C'est comme ça que Macron s'est fait financer sa campagne. Hein. Le chat s'est foutu sur les genoux de Macron. En fait, ce chat, c'est lui qui détermine tout, quoi, chez Jacques Attali. En fait, Jacques Attali n'est pas un visionnaire, c'est son chat, en fait, qui détermine qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Michel. J'ai rien compris. L'autre jour, je suis tombé sur cette stat, plus d'un Français sur 4 envisage de créer son entreprise en 2025. C'est presque 15 millions de personnes et la rentrée, c'est souvent le meilleur moment pour se lancer. Créer sa boîte, c'est excitant, mais entre les papiers, les statuts, le compte pro, les notes de frais, ça peut vite tourner au casse-tête et c'est pour ça qu'on a choisi Conto comme partenaire de Silicon Carnet cette saison. Statut, dépôt de capital, publication de l'annonce légale, immatriculation de votre société, Conto est là pour vous accompagner à chaque étape. Et une fois votre entreprise créée, vous profitez du compte pro le plus recommandé en France et d'un outil de facturation intégré. Bref, tout ce qu'il faut pour lancer et développer votre business, l'esprit serein. Vous avez même droit à 30 minutes gratuites avec un expert pour répondre à toutes vos questions. Alors à la rentrée, ne perdez pas votre temps dans l'administratif. Choisissez Conto, ça s'écrit Q-O-N-T-O, pour vous lancer. Allez, retour à votre épisode. Google, Meta et OpenAI ont tous dégainé leur modèle vidéo. Ils s'appellent VO3, Vibes et Sora 2. 3 applis et un même objectif, transformer nos feeds en flux infini d'images générées par l'intelligence artificielle. On va revenir dans cet épisode sur ces lancements parce que derrière ces modèles, c'est une nouvelle ère qui s'annonce, celle des réseaux sociaux auto-générés. On va aussi décrypter la mécanique des caméos. Ce sont ces clones numériques capables de reproduire ton visage et ta voix. On parlera de leurs prouesses créatives, mais aussi des dérives possibles. Et puis on va se projeter. À quoi ressemble un monde où l'actualité, les émotions et même nos souvenirs seraient générés par l'intelligence artificielle? Bref, un épisode passionnant. Les amigos, nous sommes peut-être à l'aube d'une bascule historique, celle où la réalité n'a plus besoin d'être filmée puisqu'elle est générée par l'intelligence artificielle. Go yourself. Hola, hola amigos, bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France. Cette semaine, à mes côtés, Flavie Prévost, la solo queen. Salut Flavie. Salut Carlos, salut tout le monde, comment ça va? Ça va super, tu es accompagné de Michel Lévy-Provençal, l'homme qui murmure à l'oreille de Jacques Attali. Il est là parmi nous. C'est un grand plaisir parce que tu fais ta rentrée, Michel, et on enregistre un dimanche. Et tu as pu te joindre à nous parce que généralement on enregistre le lundi et le mercredi, sauf que ça tombe mal le lundi et le mercredi parce que tu as J'ai entraînement d'arts martiaux. de Krav Maga, exactement. De Krav Maga, exactement. J'ai reçu une lettre de tes parents qui te dispensent de Silicon Carnet les lundis et les dimanche, mercredis. ça va. Ouais, et dimanche, ça va. Donc voilà, donc on va faire des enregistrements le dimanche pour avoir Michel. Michel, on est ravis de t'avoir. C'est toujours dit, si tu enregistres le dimanche, je suis là avec grand plaisir. Bon, Valorant Moulet-Berthaud, lui, il est disponible tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, jour férié inclus. Salut Valorant. Je fais pas de Krav Maga. Je fais pas de Krav Maga. Salut les amis. Je fais pas de Krav Maga, donc je ne sais pas me battre dans la rue, mais en revanche, je décrypte la tech sur Silicon Carnet. Merci d'être parmi nous. Tu as vu, est-ce que tu es satisfait du festin, le premier numéro, tu en faisais partie? Les retours sont bons. C'est probablement, alors que tu sais que j'en ai fait beaucoup, hein, des émissions, que ça soit sur le crayon ou à la télé et tout. C'est peut-être l'émission où j'ai reçu le plus de messages, en vrai, que j'ai fait depuis le début de ma vie, tu vois. C'est vraiment, j'ai recevoir peut-être 100 ou 150 messages de tous les côtés. Je pense que le discours un peu de on en a marre de taper sur la France, on a envie que les gens se chauffent pour aller construire des systèmes alternatifs, c'est un truc qui plaît à pas mal de monde parce que les gens
croient plus trop dans les institutions, donc ils ont envie qu'il y ait des gens qui disent, bah, si on Ils ont envie de croire qu'il y a des gens, effectivement, effectivement. Voilà, c'est ça, qui eux, ils croient encore et qui, ouais, et ils sont là, ils sont là. Et je suis beaucoup trop jeune pour être défaitiste. Ah, et puis en parlant du festin, bah Michel sera présent au prochain festin. Ah, on a hâte. Alors ça va être un festin complètement différent, hein, Michel. Je ne veux pas trahir de secret, mais moi je suis assez inquiet parce que autant le festin 1 c'était, tu l'as vu, le festin 2, alors là c'est les intellos à table, hein, ça. Il manquait que Jacques Attali justement. On aurait pu l'inviter. Jacques Attali et les garçons à table. Non, mais c'était un moment. Alors ça a été enregistré, donc je peux peut-être en parler, non? On peut en parler. Ouais, vas-y, allez. Non, mais c'était un moment très agréable et en même temps, moi, ce que j'aime bien dans cette émission, dans Silicon Carnet, et qu'on retrouve dans le festin finalement, c'est ce côté cash, quoi, direct. Il y a pas de filtre. On est comme on est et on vient. C'est un peu, je vais pas citer de marque, mais vous voyez. Le slogan. Mais en gros, c'est ça que j'aime et je pense que c'est ça aussi que l'audience aime. C'est que on va au-delà de ce qu'on peut, de l'image qu'on peut se donner, par exemple en télé ou en radio. On est comme on est. Et là, bah, vous allez voir hein, dans le festin. D'ailleurs, je pense que je parle de sujets dont j'ai pas. Oui, tu nous parles de ton andropause, par exemple, et puis et de la tienne, et aussi. Et de la je te rappelle. On parle aussi de ma sexualité, effectivement. Donc, ça sera fin octobre. On vous informera quand ça va sortir. By the way, je serai à Paris pour en filmer de nouveau des festins début novembre. Donc, j'arrive à Paris le 29 octobre. J'y serai jusqu'au 11 novembre. Donc, si vous avez un podcast, et je le dis à chaque fois, quand je passe à Paris, invitez-moi. Je serai ravi de venir dans vos podcasts et vous faire un coucou et discuter avec vous et passer de l'autre côté du micro, c'est toujours super intéressant. Alors la semaine dernière, on a changé de dimension, hein, les cocos. Google a annoncé VO3, Meta nous a annoncé Vibes et OpenAI Sora 2. Alors ce sont des nouveaux modèles de génération de vidéos, c'est assez intéressant d'ailleurs cette synchronisation, ces trois géants avec trois annonces la même semaine. Sur le même sujet. Et alors là, je sais pas vous, mais moi j'ai eu l'impression, Michel, je sais que toi tu as fait muse avec. Là, je montre quelques vidéos de toi avec un ananas sur la tête. C'est passionnant. Mais j'ai l'impression qu'on a dépassé le côté démo gadget. Bon, là, bien évidemment, on s'amuse avec, mais on est quand même passé dans le mainstream, non, Michel? Alors en fait, ce type de techno existait depuis quelque temps déjà, mais il fallait beaucoup de temps pour les générer et surtout il fallait pas mal de temps pour les installer. La force de Sora 2, ce qui est quand même dingue, c'est que on télécharge l'application. Alors c'est pas disponible en Europe, hein. Ça n'est disponible qu'aux US et pour pouvoir le faire, il faut avoir un compte US sur iOS, truandé un petit peu avec un numéro de téléphone, bref. Et donc une fois qu'on l'a, et déclaré comme républicain, tu oublies de le dire, être déclaré comme républicain sur les listes électorales moins que sur américaines. X et sur Grok. Mais non, mais la force de ce machin, c'est quand même que tu prends littéralement 15 secondes devant ton écran à faire, tu sais, cette authentification faciale que tu fais avec ton iPhone quand tu l'initialises. Ça prend 15 secondes et à partir de ce moment-là, trois photos de face, de profil. Et puis à partir de ce moment-là, t'as entraîné le modèle. Et en plus, il te demande 3 mots, en l'occurrence 3 chiffres, et il capte ta voix. Et après, tu passes l'après-midi, c'est ce que j'ai fait, hein. Je passe l'après-midi à générer des conneries, que tu envoies à tes copains, que tu publies de temps en temps sur les réseaux, mais il y a tout et n'importe quoi. Et c'est assez peu. Alors évidemment, il y a des limites, hein. OpenAI bloque un certain nombre de mots-clés. Mais c'est quand même la foire au deepfake, hein. C'est-à-dire que tu te mets, je me suis mis avec Sam Altman sur scène à TED à raconter des conneries. Tu peux faire un combat avec un Paul Logan. Voilà, tu peux. Alors, t'as des deepfakes et c'est assez drôle. Moi, la question, on va en parler peut-être, c'est est-ce que ça va partir là pendant 2-3 semaines et tout le monde va s'en lasser, ou est-ce que ça va durer, parce que il va falloir faire la preuve que est-ce qu'un réseau social fait que de contenu en gros, est-ce que le virtuel va prendre le pas sur le réel? C'est ça la question. Ah bah c'est toute la question de cette émission. Pour l'instant, Valorant, effectivement, les gens font mumuse avec. L'application est quand même numéro 1 aux États-Unis. Hein. Elle est même passée devant ChatGPT. C'est une application de
d'OpenAI, mais son bébé a dépassé le maître, j'ai envie de dire. On a affaire à quoi là? Est-ce que toi tu dis non, ça va s'installer ce truc? Alors, je sais pas si c'est pour moi. Moi, je pense que il va y avoir un effet de hype et un effet de redescente énorme. Ce qu'on peut rajouter aussi quand même, c'est que pour le coup, VO3, donc celui de Google, l'application de génération d'images de Google, va être branché directement sur YouTube. Donc, ça va pouvoir permettre à tous les créateurs, tous les gens qui ont des chaînes YouTube, comme Flavie, toi, moi, avec le crayon et tout, on va pouvoir aller directement générer des images par intelligence artificielle et du coup pouvoir créer du contenu là-dessus. Mais moi, pour le coup, et on prendra le temps d'en débattre, je pense, pendant toute l'émission, mais je pense qu'il y a énormément de facteurs que ne recouvre pas le deepfake qui en fait, on va dire, un concurrent impossible du vrai monde. En revanche, c'est sûr que ça va inonder. Et dans l'inondation, il y aura quelques éclaboussures. Mais pour poser l'argument, moi, mon principal argument qui fait que ça ne remplacera pas le vrai monde, c'est que l'échange qui se passe avec les gens, quand même, dans la majorité des cas de consommation de contenu, c'est une réaction entre le vrai monde et le virtuel. C'est-à-dire, je prends l'exemple du jour parce que il y avait le GP Explorer de Squeezie, tu vois. Moi, j'avais une partie de mes équipes qui y étaient parce que on gère l'influence d'un des plus gros sponsors de l'événement. Explique ce que c'est, hein, parce que il y a le GP Explorer. En gros, pour ceux qui savent pas, le GP Explorer, c'est le plus gros événement porté par un YouTuber en France. C'est porté par Squeezie, gros YouTuber de France, et c'est on va dire une forme de course de Formule 1, d'ailleurs de Formule 4 plutôt, qui avec se des fait influenceurs, avec un public, des célébrités, des influenceurs, célébrités et tout. Et les marques se branchent dessus. C'est là où nous, en tant qu'agence d'influence, on est sur place. Et c'est un des trucs qui fait le plus de vues en France sur les réseaux sociaux, le GP Explorer. Sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, Insta, rediffusé partout. Des gens qui ont fait même des analyses business, des analyses marketing, des analyses sociologiques. Enfin bref, à boire et à manger. Mais si t'enlèves la réalité du GP Explorer, tu peux créer tous les contenus de la même manière en IA. Tout le monde s'en fout. Parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'histoire réelle derrière, en fait, ce qu'on va te montrer comme contenu. Et je prendrai un dernier exemple qui est, moi, ce que j'adore, qui est le sport. Le foot, si jamais le match, il est magnifique, mais que les équipes n'existent pas, donc il n'y a pas d'enjeu humain, donc il n'y a aucune raison de le regarder. C'est pour ça que personne ne regarde un match en replay, par exemple. Il y a cette expression aux États-Unis de AI slop, c'est-à-dire c'est en gros une sorte de vomi de contenu généré par intelligence artificielle. Est-ce que toi aussi tu considères que on est face à du vomi et que ça ne collera pas au mur? Je suis désolé pour l'image là. Tout d'un coup là, je me rends compte de l'image et elle est horrible. Comment faire une transition sur cette image? Écoute, moi je pense que les hype IA ne font que s'enchaîner. On a eu les starter packs, ensuite on a eu les prompts, tough love, ce que ChatGPT ne sait pas sur toi, etc. Ça arrête pas de s'enchaîner en fait. Donc ça va faire des sortes de vagues continues. Les gens adorent ça, mais c'est très périssable en fait. Tu vois, ça dure pas longtemps, je pense. Par contre, là où ils sont très forts, c'est que ChatGPT, on en parle souvent dans tes épisodes, c'est la guerre en fait entre les logiciels qu'on utilise. Est-ce qu'on utilise Claude, Grok, ChatGPT? Donc en faisant ça, ils se remettent encore une pièce dans la machine où tu te redis je vais réutiliser mon abonnement, je vais y retourner, etc. Ils consolident, je trouve, leur place. Donc voilà, moi je pense qu'ils vont créer des usages, en chercher en permanence pour pouvoir surfer là-dessus. Le deuxième truc, moi, qui me parle le plus, c'est l'évolution des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux avec l'IA sont devenus de la grosse merde parce que, par exemple, même sur LinkedIn, il y a déjà 61% des posts qui sont rédigés par des IA et un commentaire sur 2 qui est fait par une IA. Ah mais oui, mais donc, ça c'est dingue. Ça, moi, que je regarde, c'est à quoi vont ressembler les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va faire dessus, est-ce que tout sera généré par IA, et c'est plutôt ça qui va, je pense, nous intéresser aussi, quoi. Mais tu confirmes ça, Flavie, parce que moi, effectivement, je constate, je veux pas donner de nom parce que c'est des gens que j'aime bien, que dans mes commentaires, j'ai des gens que je connais très bien et qui sont des gens que j'apprécie, mais je sais, justement parce que je les connais bien, que c'est pas eux qui ont écrit le comment, parce qu'ils me parlent pas comme ça, moi. Normalement, ces gens-là. Ouais, mais il y a une grosse différence pour moi sur LinkedIn et ce que j'ai dit. Mais c'est quoi l'objectif? Ce que je comprends pas, c'est quel est l'objectif pour eux d'aller commenter mes posts avec de l'AI? C'est quoi? T'envoyer de la force de manière industrielle. C'est sympa, Valorant. Non, c'est être visible. C'est ce qu'on appelle la stratégie Robin des Bois, voler aux riches pour donner aux pauvres. Être visible sur les commentaires d'un gros influenceur pour que les gens cliquent sur leur profil, tout simplement. C'est une sorte de panneau publicitaire dans les commentaires. Ah d'accord, c'est du braconnage.
C'est du braconnage, en fait. Ouais, si tu veux un peu de théorie des réseaux sociaux, on dit qu'en gros dans le fait de faire incarner une entreprise par un dirigeant, un fondateur ou un CEO, il y a deux thèses. Il y a le personal branding. Nous, c'est ce qu'on défend avec notre agence Le Surligneur. C'est que tu construis en fait une image par rapport à tes actions, tes prises de position, la direction dans laquelle t'emmènes ta boîte. Et donc il y a un côté un peu visibilité, autorité. Et après, il y a une deuxième thèse que un peu a pu appliquer Guillaume Moubèche à une époque quand il n'était pas très connu, mais qu'il était plutôt un mec qui faisait du gros hacking, où en fait, t'es plutôt founder. Et avant qu'il fasse de la chirurgie esthétique, tu oublies de le dire, parce qu'il était très laid, Guillaume Moubèche, auparavant, il est devenu très beau grâce à la chirurgie esthétique. Faut quand même le préciser. Oui, mais vas-y. Mais en gros, le founder-led marketing, là, pour le coup, on en a rien à foutre de si les gens, ils nous aiment bien, on en a rien à foutre de si les gens, ils nous trouvent crédibles. Le but, c'est de maximiser tous les touch points possibles avec nos potentiels clients, nos potentiels prospects. Et donc là, pour le coup, on va se stéroïder à l'IA pour apparaître au plus grand nombre de trucs. Et c'est deux écoles pour le coup là-dessus. Une école un peu plus premium, incarnée, qui signifie quelque chose, qui a un ancrage dans le vrai monde, et une thèse plus start-up, gros hacking, qui a pour but en fait de maximiser d'inonder de flow de zone à la Steve Bannon. Ça a ses limites parce qu'en gros les mecs ils veulent que tu restes sur la plateforme. Si c'est des IA qui écrivent et des IA qui répondent, bah il y a plus de users. Donc en fait au bout d'un moment même la manne financière de la publicité et du sponsor, bah ça va se tarir. Donc tu vois c'est toute la thèse en fait des réseaux sociaux. C'est est-ce qu'il reste suffisamment de eyeballs derrière pour cliquer sur les pubs? Et là, ça pose quand même des vraies questions, tu vois, si c'est des IA qui se font du ping-pong sans toi, quoi. Je trouve très critique et j'ai envie de passer la balle à Michel parce que je suis certain qu'il a une lecture différente de la vôtre sur ce contenu qui effectivement n'est pas forcément toujours de super qualité, mais quand on regarde Sora et qu'on est dans l'app, moi je me suis trouvé un petit peu happé, hypnotisé. Sincèrement, j'y ai pris du plaisir. Il y a des trucs qui étaient vraiment créatifs. Même si effectivement c'était complètement deepfake, et je me suis dit, à un moment, bah tu sais, ce truc complètement deepfake, il vaut la même chose que certains contenus réels qui sont quand même assez pourris. Je sais pas toi, Michel, mais il y a pas que de la merde. J'ai trouvé des trucs assez chouettes. En réalité, quand tu regardes le feed au prisme des pics de dopamine, tu as des pics de dopamine beaucoup plus souvent que avec un flux traditionnel. Probablement que c'est dû à l'IA et au fait que en fait, on regarde pas de la réalité, on regarde de la réalité sous stéroïdes. C'est peut-être pour cette raison. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que il va y avoir un certain engouement. Je sais pas pendant combien de temps. Il y a un autre point moi qui m'a fasciné, c'est que on passe presque philosophiquement d'un réseau social où on dit regarde où je suis ou bien ce que je fais à regarde ce que j'imagine. Et ça, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que demain, on va pouvoir fabriquer des mondes totalement nouveaux qui sortent directement de notre cerveau en 2 clics, où on contrôle tout et on va pouvoir partager cette réalité qui peut-être pourrait supplanter aussi le réel, en tout cas l'intérêt qu'on peut avoir pour le réel. Et ça pose une question fondamentale, c'est que si chacun invente un monde dans lequel il vit, même s'il le partage, chacun va créer son propre monde. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on est en train de rentrer dans un univers où on sacrifie lentement peut-être ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire la perception qu'on a, qui est commune du réel et de la réalité. C'est flippant ce que tu dis. C'est flippant. Non, mais, parce que non, mais c'est ultra juste pour le coup, parce que là-dessus, on se rend pas compte, mais c'est vrai que Flavie, tu disais, il faut qu'il y ait des gens qui soient encore en train de regarder. Aujourd'hui, le constat, c'est que la consommation des réseaux sociaux, et d'ailleurs, je trouve que le terme le plus exact aujourd'hui, c'est même médias sociaux, parce que on est plus des consommateurs de contenu que des mais il n'y a plus rien de social. Mais Valorant, il n'y a plus rien de social puisqu'on est plus, c'est plus nous. Si, ça il est où le côté social? Bah, le côté social, c'est que pour le coup, tu ne suis pas nécessairement Netflix, tu peux suivre Squeezie. Et Squeezie, ça reste un vrai être humain. Donc c'est là où t'as quand même une dimension sociale. Le Squeezie, il a quand même, à la fin de la journée, vraiment commencé à faire des jeux vidéo dans sa chambre en se filmant sur YouTube. Ça reste la dimension sociale. Et ça, je pense que c'est tout à fait encore faisable aujourd'hui. Vraiment, c'est même plus facile aujourd'hui, je trouve, qu'à l'époque.
Là où en revanche, ça ouvre un truc, c'est que ces modifications-là, ça ouvre la guerre de l'attention avec comme concurrent rajouté de la concurrence actuelle n'importe qui est derrière un Sora, un VO3 ou un truc comme ça. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça change quelque chose. Je vous montre un clip là qui m'a fait juste rire pour illustrer qu'il y a quand même des trucs de création qui sont drôles. On revient tout de suite je passe sur toi. Je te donne la parole, Flavie. Tu gardes ça. Décidément, tu gardes on est ça. dimanche. Tu ne coupes pas au montage. Ouais, excuse-moi. Non. C'est dimanche soir. Oh putain. Déjà que j'ai suffisamment d'emmerdes comme ça avec les féministes. Si en plus. Donc, on regarde le clip. Bon, allez, on regarde le clip et Flavie ensuite a des trucs à dire. Je vous montre le clip. Your break is over. Can you get back to work? What the hell, man? Moi, ce que je trouve qui est flagrant, c'est qu'en gros, cette esthétique-là, qu'on retrouve chez Sora, là, elle existait déjà avant. Le mot de l'année 2024, c'est brain rot. Donc, ça veut dire les contenus qui font pourrir le cerveau des réseaux sociaux. Et en fait, la qui Gen font Z, décrocher, notamment, quoi. C'est-à-dire que tu grosso modo, tu regardes pour penser à rien. Exactement. Quoi, c'est ça? Ouais, d'accord. Et en fait, eux, ils sont beaucoup plus décontractés avec ça, la Gen Z. Donc, et je pense que la Gen Alpha, ça va être pareil. Et donc, ils vont pouvoir, pas comme nous, tu vois, là, on met tout de suite des jugements de valeur. Est-ce que c'est assez intello? Est-ce que si? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ils vont pouvoir se faire leur petit plaisir coupable de scroller sur des vidéos comme ça. Par exemple, tu vois, il y a plein de trucs, même sur YouTube, genre des espèces de voix off synthétiques qui font du stoïcisme pour s'endormir. Enfin voilà, c'est des nouvelles pratiques aussi qu'on a avec nos réseaux sociaux. Bah, c'est pas très intelligent, mais on le fait tous et en gros, c'est passé complètement dans cette génération, complètement ok. Et je trouve qu'on retrouve un peu cette esthétique-là de remplissage pas désagréable et qui, je pense, bah pour le coup, fait des millions de views. Moi, j'ai vu déjà sur Insta, sur les shorts et tout, c'est partout quoi. Mais c'est du dégazage de cerveau, c'est exactement ça. Mais tu sais, et on est très hypocrite par rapport à ça, parce que moi, par exemple, je ne suis pas sportif. Et c'est pire, je suis contre le sport. C'est-à-dire que je pense que le sport devrait être interdit. Mais bon, on pourra en reparler une autre fois. Et quand mes copains me disent « Mais non, mais tu devrais faire du sport parce que ça te vide la tête. » C'est ça leur terme. Et moi, je leur dis « Mais moi, j'ai pas du tout envie de me vider la tête. » Mais tu vois, autant ils disent « C'est complètement con d'aller regarder ce que tu expliques là, ces brain rot videos. » Mais ils vont courir pendant 2 heures à se vider la tête, à ne penser à rien. Et là, par contre, ça ne choque personne. Donc, et en tout cas, je suis pas sûr de la comparaison non plus. Non, mais ça te vide la tête. Mais moi, pourquoi? Mais faire du sport, ça te permet d'être en bonne santé, ou alors que regarder des brain rot Non. Alors moi, ne rentrons pas là. Attends, je peux expliquer pourquoi je suis contre le sport. Écoute, c'est très simple. Tous mes potes qui font du sport se pètent des trucs, sont toujours malades. Ils ont plein d'emmerdes de santé. Et généralement pas dans ce débat, mais on en a déjà parlé. C'est pas vrai. C'est toujours extrême. En fait, t'as basculé. Hein. C'est fini. C'est fini la nuance, Carlos. Un peu de nuance, un petit peu de nuance. Mais j'ai bien besoin de trouver un prétexte, une sorte d'argumentation. Voilà, d'argumentation pour ne pas faire de sport. Ça, je préfère. Mais non, mais ça, pour le coup, Carlos, tu pourrais reprendre la rhétorique de Sandrine Rousseau et dire le droit à la paresse. Une société qui est très hétéronormée, très calibrée sur des réflexes et sur des impensés. J'ai rien compris. Ah, Sandrine Rousseau. Ça va te plaire, ça. Oui, bien sûr. Le private equity, c'est l'une des classes d'actifs les plus performantes au monde. Sauf que j'ai toujours cru qu'elle était réservée aux ultra riches et aux institutionnels avec des tickets d'entrée de plusieurs millions. Et puis j'ai rencontré Bradley Lafont, fondateur de Fondora, qui a décidé de rendre le private equity accessible à partir de seulement 100 €. Fondora, c'est une plateforme qui te donne accès au top 25% mondial des fonds, avec une sélection pilotée par Sanso Longchamp, société de gestion française qui gère 3 milliards d'euros, et les investissements sont sécurisés via des SPV indépendants. Déjà plus de 5000 investisseurs ont rejoint Fondora et ils ont collecté plus de 15 millions d'euros. Si toi aussi tu veux investir dans le private equity, rends-toi sur fondora.fr. Mais je le rappelle, investir comporte toujours des risques et les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Allez, retour à ton épisode.
On a parlé beaucoup, on va en continuer à en parler, de Sora, on a parlé de VO3 et de son intégration dans les shorts de YouTube, mais il y a eu aussi Vibes, c'est cette application, hein, donc c'est une application à part, hein, ils ont déjà Instagram, Facebook, Thread, et puis maintenant il y a Vibes. Alors je vous montre, hein. Alors c'est bon, on est dans le même truc, hein, c'est des vidéos. Un peu moins réaliste. Mais là, on n'est pas vraiment dans du deep. Je sais pas si on peut pas appeler ça du deepfake, Michel. C'est des personnages complètement des cartoons. C'est très bizarre. En fait, c'est un TikTok sans être humain. Moi, il y a un papier qui sort dans les Échos. Le titre du papier, c'est Sora, le réseau social dans lequel vous n'existez pas. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire que c'est la disparition des individus dans ce réseau social. Et c'est probablement ce vers qu'on va, c'est-à-dire qu'on va vers des applications qui vont nous permettre de créer de la relation, un peu comme on l'a aujourd'hui dans une version balbutiante avec Grok Avatar, tu vois, ce qu'a fait Musk avec ces 3 ou 4 avatars qu'on a, à part que on va pouvoir les créer, ces avatars. On va pouvoir les alimenter et ils vont pouvoir aussi se constituer en fonction des interactions qu'ils ont avec nous. Ouais, mais moi j'ai une limite par rapport à ça, parce que dans ce que tu me décris, Michel, j'ai un peu l'impression qu'en fait tu me décris une forme de métaverse décentralisé. Et moi, depuis le début, le métaverse, je trouve que c'est un sujet un peu nébuleux, parce que autant une version un peu Fortnite, c'est-à-dire une espèce d'univers étendu où tu vas en fait passer 2 heures, 3 heures avec plein de types de jeux différents. C'est un truc qui me parle. Je suis en mode, ok, je vois un peu comment les gens pourraient l'utiliser avec un aspect un peu social, un aspect un peu gaming, un aspect un peu contenu. Mais autant l'aspect réseaux sociaux tels qu'ils sont structurés aujourd'hui, avec une dominance des contenus fictifs, ça, j'ai plus de mal à le voir, parce que pour moi, il y a 2 effets de balancier. Le premier effet de balancier, c'est le fait que ça aide des vrais gens à la création. C'est-à-dire, moi, je sais pas, je vais annoncer que je fais un partenariat avec le Paris FC et je vais l'annoncer en mettant de l'IA dans ma vidéo, mais l'IA sert à annoncer quelque chose qui existe dans la réalité. Qui est vrai, qui est réel. C'est ça. Qui est réel. Et je prends la deuxième chose, qui est au contraire le contenu le plus brut possible, et sans mauvais jeu de mots, parce que le média brut le fait beaucoup, c'est-à-dire une image en pleine manif, une image de la célébration d'un succès comme un ballon d'or, ou ce genre de choses, où je trouve que ce truc-là, plus ça avance, plus aussi ça cartonne sur les réseaux sociaux. Nous, on le voit bien avec le Crayon et tous les médias qui gravitent dans cet écosystème-là. Plus on avance, plus les contenus, entre guillemets, très crus, ont un très 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 fort impact de viralité. Mais je suis d'accord avec toi sur ce dernier point, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est de la réalité sous stéroïde, donc c'est de la dopamine hyper puissante. Mais là où je m'interroge, je dis pas que c'est ce qui va arriver, hein, je m'interroge. Le prospectiviste, il fait quoi? Il a des méthodologies, il prend des signaux, des tendances, il essaie de les croiser, il voit les scénarios possibles. Voilà, c'est ce que je fais. Et puis il y a un certain nombre de règles, de grandes règles. On peut prendre par exemple la courbe du Gartner, tu vois, que tout le monde connaît. Et si on regarde la courbe du Gartner, peut-être que d'une certaine manière, avec ce qu'on voit, l'arrivée à nouveau des lunettes de réalité augmentée de Meta, avec ces applications qui permettent de créer encore plus facilement des avatars qui demain vont être interactifs. Je vous renvoie sur la dernière démo de Google de monde 3D interactif généré à la volée, dont j'ai oublié le nom. Je pense que peut-être que le rêve d'un métavers, on l'a enterré trop vite. Peut-être qu'on l'a enterré trop vite et peut-être que demain, ça va revenir au travers de ces outils parce que dopamine aidant, parce que les devices seront moins chers, parce que il y a une autre frontière, hein, je vous rappelle, hein, qui est pas du tout de la science-fiction, qui sont les implants cérébraux, qui vont aussi nous permettre de moduler notre perception de l'environnement pour peut-être l'augmenter, peut-être l'altérer. Donc il y a un territoire. Oui, c'est des acides implantés dans notre cerveau, hein, ces trucs. Hein, effectivement. C'est des acides implantés dans notre cerveau. Et je termine juste sur la courbe du Gartner. La courbe du Gartner, rappelez-vous, juste après le pic, il y a la phase de désillusion, ce qu'on a vécu avec le métavers, et après, il y a la phase de productivité. Peut-être qu'on entre dans cette phase de productivité. Ça a pris longtemps, mais c'est peut-être le cas. Complètement. Et avant de laisser réagir Flavie, j'avance juste sur un point, c'est tu parlais de la courbe de Gartner, moi j'ai parlé aussi de la courbe de Rogers, donc de l'adoption de l'innovation.
Et en fait, on sait très bien que t'as en gros les innovateurs, les early adopters, et après t'as un fossé. Et ce fossé, d'ailleurs, en start-up, on appelle ça cross the chasm, tu vois. Donc littéralement franchir le fossé qui va nous permettre en fait de passer d'un truc de niche à un truc mainstream. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'innovations dans l'IA où ça crée un énorme chambre d'écho dans les deux premières catégories, les innovateurs et les early adopters, mais ça ne passe jamais le pas de l'entièreté de la population et de la première majorité, et ainsi de suite, tu vois. ChatGPT est un contre-exemple. Ouais. ChatGPT est un Et il y en a contre-exemple. plein. Il y a plein de contre-exemples, hein. Ouais. Mais je trouve que sur la vidéo aujourd'hui, je trouve que l'usage est très peu massif, que ça soit dans la consommation, dans la production. Et je pense que le principal frein à ça, c'est le fait que, à la fin, les gens veulent regarder des trucs qui sont du réel augmenté ou du réel tout court, mais pas forcément de l'artificiel de A à Z. Ben justement, sur ce point-là, moi, je suis beaucoup plus optimiste, mais c'est normal parce que je vis aux États-Unis et que vous vivez dans le pays des pessimistes, mais je suis beaucoup plus optimiste parce que j'aimerais bien savoir ce que t'en penses, Flavie, mais je pense que ces outils, parce que quelque part, ça permet de la création sans caméra, sans rien. C'est le même schéma. On est parti de Hollywood où il y avait des moyens et une production de contenu très centralisée. Et vous vous rappelez ensuite tout l'internet de zéro qui a permis de fabriquer où on en est aujourd'hui, de démocratiser la création de contenu. On continue cette courbe. On ne fait que continuer cette courbe. Et aujourd'hui, on n'a même plus besoin parce que moi là, je suis en train de faire ce podcast. J'ai un sacré micro, j'ai une vidéo là, machin, une lumière, blablabla. Donc on ne fait que tomber toutes ces barrières de plus en plus pour permettre à plus en plus de monde de créer et d'être créatif. Et je pense que ça c'est très intéressant. Et je me demande pour le lien avec le réel, pour faire écho à ce que tu dis Valran, si au contraire ça ne va pas permettre de faire renaître quelque chose qu'on a perdu, c'est une sorte de communion sociale sur des événements du réel. Je m'explique. Coupe de monde de football. Il va y avoir des images réelles. Et là, tout d'un coup, ces outils de GNI va permettre aux gens de se réapproprier ces images et de célébrer ces moments, tu vois, en se mettant en scène eux-mêmes ou en étant très créatifs et en reproduisant ces images. Et il va y avoir des sortes de mèmes, et je sais que ça, Flavie, tu adores ce sujet, où tout d'un coup, il va y avoir des communions et moins d'isolement peut-être sur de la création de contenu personnel. C'est tu sais, les remixes. Donc les remixes, c'est comme ça que tu crées de la culture aussi. Et donc je suis d'accord avec toi sur la réappropriation culturelle. Et c'est vrai que c'est pas facile à faire avec tous les moyens dont on s'est doté, notamment la vidéo. C'était une grosse barrière à l'entrée. Après, moi, je suis très optimiste de nature, mais justement sur le coup des barrières à l'entrée, figure-toi que je constate que c'est pas forcément un bien énorme, notamment pour la créateur économie, parce que quand tout le monde a accès à la même techno, tout le monde fait des trucs un peu random et moyens, et ça force pas forcément la créativité. Et quand Michel, tu disais génial, tout le monde va créer son propre monde, je suis désolée de te le dire, mais en vrai, il y a plein de gens aussi qui n'exercent pas leur imaginaire, qui vont reproduire, par exemple sur YouTube. En vrai, il y a 1% de créativité et 99% de copycat. Donc, c'est un peu dur aussi de se dire, on voit en gros ces trucs de la créateur économie dévoyés pour finalement faire des trucs pas super créatifs. Donc, voilà, je dis pas que c'est pas bien, mais je dis qu'il faut trouver un concept derrière. Et en fait, c'est tout le principe de la creator economy, c'est le mot créateur. Et le créateur, il crée un concept qui va pouvoir utiliser ensuite plusieurs médiums pour exister. Mais cette création de concept, c'est pas le média qui crée, en fait, c'est pas le médium qui crée le média. Faut trouver un concept original et des idées qui font que ce média va être extraordinaire par rapport aux autres trucs qui sont produits. En gros, toi, ta manière de le voir, Flavie, c'est tu te dis, en fait, c'est pas une disruption, les outils de génération d'images, c'est juste un outil de plus dans la caboche d'un créateur, quoi, en gros. Moi, je pense qu'en tant que créateur, moi, je parle pour ma paroisse, on s'adapte à toutes les plateformes. Donc, quand il a fallu aller sur YouTube faire des podcasts, on est venu sur YouTube. Et demain, il y aura un autre réseau, on s'adaptera. Donc ça, c'est notre plasticité. Et il y a déjà des business models qui existent. Par exemple, il y a déjà des gars qui se font des couilles en or avec des voix off synthétiques sur des trucs de stoïciens dont je vous parlais tout à l'heure, parce que ça fait des views et ça fait des paiements par les YouTube ads. Demain, il y aura des mecs qui vont réussir à faire des millions de views sur ces vidéos-là. Je sais pas comment ils feront. Tu vois, il y a déjà des business, il y a des studios de podcasts où en fait, les gens viennent moins tourner, mais
mais ils ont compris, ils ont créé des ambiances avec maquilleurs, etc. Où tu peux faire ton avatar virtuel pour ensuite aller dans Eleven Labs et produire tes vidéos synthétiques. Donc tu vois, je trouve que les indépendants, les créateurs et tout, ils trouvent toujours comment utiliser ces outils pour les adapter à son modèle et faire de l'argent avec, quoi. Juste un point là-dessus, je pense qu'il faut pas nier la prouesse technique du machin. C'est colossal. Ça c'est démocratise la mise en scène, ouais. ça distribue une chose qui est quand même assez hallucinante, c'est la puissance pour tout le monde d'imaginer et de faire, de réaliser des vidéos alors que, comme tu le disais, Carlos, il faut du matériel. Bref, on réduit à rien le coût de production. Donc la prime à l'imagination, à l'originalité, à l'idée, elle est majeure. Il y aura pas évidemment des milliards d'artistes ultra originaux. Là, je suis complètement d'accord avec toi, Flavie. Mais en revanche, de la même manière que YouTube a fait connaître des gens extraordinaires comme vous, là, cet outil va permettre de faire émerger des nouvelles voies, des nouveaux concepts, et ça va être, mais c'est la grande promesse, je dirais, positiviste de l'internet. Rappelez-vous, quand Zuckerberg en parlait aussi de la même manière. C'est la force d'internet que de donner accès au plus grand nombre des outils qui vont leur permettre finalement de se réaliser. Et je pense que, alors à toute petite échelle, je pense que cet outil va contribuer et c'est un pavé dans la mare. Et on verra ce que ça va donner. Peut-être que le réseau social en lui-même va collapser, mais l'outil lui-même, moi je suis sûr que ce n'est que le début d'une longue histoire. Des risques et des menaces. Non, mais je vais commencer par là. On parlera des opportunités. On essaiera d'être positif sur la fin. Pour vous, je sais pas qui veut commencer. Ah, moi je suis chaud. Toi, Valran, vas-y. Pour toi, c'est quoi le principal le principal risque ou la principale menace d'outils comme cela? Pour moi, et t'as mentionné le truc tout à l'heure en parlant de Steve Bannon et de Flood the Zone. Moi, je pense que ce qui est quand même très inquiétant là-dessus, c'est que si jamais je suis convaincu que ces nouveaux outils ne sont pas des changements de plaques tectoniques dans l'industrie de la création, en tout cas aujourd'hui, c'est en revanche, on va dire 1 grade, voire 2 grades de plus des armes qu'ont à disposition les gens qui créent du contenu. Et notamment ceux qui créent du contenu avec un agenda politique, idéologique, électoral ou autre, et qui du coup vont pouvoir créer un niveau de désinformation et de deepfake qui est monstrueux. Parce qu'en fait, on se dit souvent, on va mettre une vidéo, je dis n'importe quoi, de Sam Altman en train de mettre une gifle à Donald Trump. Autant cette vidéo-là, si elle perce et qu'elle fait, on va dire 200 millions de vues, les gens vont la démentir. Mais le risque, il est pas là. Le risque, il est combien de personnes vont avoir vu la vidéo, ne verront pas le démenti et penseront que cette information est exacte. Et maintenant, je vous prends ces gens-là et je vous dis qu'ils ont une voix pour voter aux élections, la même que la vôtre. Et c'est ça qui est flippant. Ce qui est flippant, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où être capable d'exercer son esprit critique, ça devient un truc qui change ou pas une démocratie. Structurellement, quoi. Littéralement. Et tu sais, c'est génial que tu dises ça, Valorant, parce que il y a pas longtemps, j'ai justement blasphémé en posant la question de savoir si il n'était pas temps de modifier la démocratie ou parce que justement c'est exactement ça. Je pense que la démocratie telle qu'on l'exerce aujourd'hui n'est plus adaptée à la réalité et que tu décris. Et donc c'est ça ce que je voulais dire. Mais là on m'a dit attention, tu veux abandonner la démocratie. C'est pratiquement blasphématoire. Mais tu as raison. Je montre par exemple cette vidéo qui a beaucoup circulé, qui est Sam Altman. Qui se met en scène d'ailleurs énormément dans cet outil-là, où on le voit en train de piquer des GPU chez Target. Bon, alors je voudrais quand même dire aux spectateurs que Target ne vend pas de GPU, c'est plutôt des shampoings et du dentifrice. Mais la vidéo est super réaliste, c'est clair. Bien évidemment, elle a beaucoup circulé et tout le monde sait que c'est un fake, mais dans le lot, il y a certainement des gens qui pensent que c'est vrai. Oui, et le pourcentage de gens qui pensent que c'est vrai, c'est pas 1%. On est plutôt proche, à mon avis, de 20-25%. Alors, désolé de descendre d'un étage par rapport à l'avenir de la démocratie, mais en fait, c'est qu'un des cas d'usage les plus
fréquent de ça, c'est le détournement d'images de meufs pour faire du revenge porn et compagnie, donc pour décrédibiliser des journalistes, des présidentes, etc. Déjà qu'on a que ça à faire d'être décrédibilisé en plus par l'IA. En Asie du Sud-Est, partout, sur tous les continents, en fait, les meufs se sont volées leur image. Salomé Saké l'a vécu, hein. Ouais, Salomé Saké, elle en parle très bien et elle s'indigne et à juste titre. Et donc, tu vois, je veux dire, c'est un phénomène mondial, direct, dès l'arrivée de l'IA, avant même Sora, c'était comme ça. Donc, c'est quand même, voilà, même si vous vous dites, oh, ça me concerne pas, en fait, si, tu vois, ça peut te concerner, ça peut concerner tes enfants, n'importe qui. Donc mais bien sûr, c'est ça, c'est que c'est pas simplement les célébrités, c'est que moi, je pense même, bon, les célébrités, c'est terrible, j'ai écouté Salomé Saké, c'est horrible ce qu'elle a vécu. Mais moi, je pense à la gamine de 5e, à Bellac, au fin fond de la Creuse, où il suffira que un petit que son petit camarade de classe aille faire le truc, quoi. Exactement, un couillon, et que cette vidéo circule. Oui, absolument. Et on va être face à ce risque, ça c'est évident. Non, mais ça c'est sûr. Mais en fait, surtout, ce qui fait vraiment flipper, c'est que du coup, les gens arriveront à un stade où soit tout le monde part du principe que rien n'est vrai, et de toute façon on ne croit plus en rien, donc en fait c'est un stade qui est quand même très 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 flippant. Soit on arrive à un truc où on accepte qu'une partie des gens puissent être totalement désinformés, parce qu'on se rend pas compte, encore plus a fortiori nous dans Silicon Carnet, on est très tech friendly, on adore ça et tout, mais il y a vraiment des gens, et je prends des gens même y compris pas des gens qui ont plus de 60-70 ans, hein, je parle vraiment même de gens qui ont 30, 40, 50 ans, où quand tu leur mets une vidéo sous les yeux bien faite avec un scénario qui est à peu près crédible, ils peuvent y croire sans vérifier, ils vont lever les yeux au ciel en se disant quel monde de fou, et ils vont passer à autre chose, mais ils vont pas se dire c'est faux. Moi, j'ai posté 7 vidéos sur LinkedIn de moi qui expliquent l'intelligence artificielle au fin fond du Pérou, et il y a des gens qui m'ont fait des commentaires en disant ah putain, c'est dingue, mais t'étais au Pérou quand? Oui, effectivement. Parce que l'intitulé de ma vidéo, c'était « Et vous, qu'est-ce que vous faites le week-end ?» Mais est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, l'humain va aussi développer une aptitude à faire le tri entre le réel et le fake? Je sais pas, je pose la question, Michel. Moi, j'étais franchement de cet avis pendant longtemps, en disant finalement il faudrait qu'on qu'on développe notre système immunitaire comme un vaccin, c'est-à-dire qu'on apprenne. Bon, c'est le discours très libéral, hein, de se dire à force on va finir par faire la différence entre le vrai et le faux. Le fait est que plus on avance et plus on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de mettre à mal, et on le sait, hein, à la fois nos démocraties, notre santé mentale, et ça ne fait qu'accélérer. Et donc moi, la question qu'on peut se poser, et alors je sais que tu vas bondir de ta chaise, mais c'est de se demander quelle est notre réaction face à ce risque. Comment on peut arrêter juste de commenter en disant risque et opportunité, et comment on peut réellement protéger notamment la jeune génération, mais au-delà même de la jeune génération, protéger ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire notre bien commun le plus précieux, notre perception partagée du réel, et finalement ce qui nous permet de vivre en liberté, c'est la démocratie, parce que aujourd'hui ces plateformes sont en train de donner des coups de boutoir dans nos démocraties, parfois aussi parce que il y a des intérêts étrangers, et que il y a certains acteurs qui soit aident, soit restent neutres par rapport à ces coups de boutoir. Donc la question centrale, c'est est-ce qu'on va continuer à laisser faire, ou est-ce qu'on va légiférer pour faire en sorte d'interdire, et je pose la question, d'interdire à un moment donné ce type d'usage, tout simplement pour nous protéger psychologiquement et protéger nos sociétés. Bon, alors je suis obligé de réagir, parce que bien je évidemment, sais, tu vas bondir de ta chaise. Donc tu as vu, oui. J'ai essayé de rester sur ma chaise, mais effectivement j'ai failli bondir. Ça fait écho à l'épisode de dernier épisode et au discours de Peter Thiel, qui explique que l'antichrist, c'est cette figure qui essaye d'imposer un ordre mondial totalitaire et nous priver de toutes les libertés.
elle va advenir, et la meilleure façon d'advenir, c'est de nous expliquer que notre monde est sur le point de s'écrouler, l'apocalypse est à nos portes, qu'Armageddon est là, et que on va céder toutes nos libertés à un pouvoir central qui lui va déterminer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Moi, ça me fout les jetons. Mais je suis effrayé. Carlos, merci. Et je suis non, mais qu'est-ce qui te fout les jetons? Attends. Parce que l'Armageddon. Attends, je termine juste. Laisse-moi juste 10 secondes, je termine. Je suis aussi effrayé par ce que tu dis, de dire oui, c'est effectivement ces technologies vont permettre de créer des choses absolument horribles, mais ce que tu décris, toi, cet ordre mondial totalitaire qui me prive des libertés pour une certaine sécurité, soi-disant de sécurité, m'effraie tout autant. C'est ça ce que je veux dire, voire même peut-être plus. De quel ordre mondial tu parles là? Tu es en train de rentrer dans le discours de Peter. Parce que tu es en train de dire il faut légiférer, il faut donner. Juste pourquoi aller chercher forcément Peter Thiel et les grands discours messianiques sur l'apocalypse et Parce que c'est le seul aujourd'hui qui montre ce risque-là. Désolé. Non, bon, on peut simplement discuter simplement en disant qu'il y a quand même des risques conséquents. Il y a des gamins qui se suicident, qu'il y a nos démocraties qui sont au bord du collapse. Et ça, tu peux pas le nier. Tu vois, tu peux pas nier que. Mais je le nie pas. Mais c'est ce que. Bon, je ne le nie pas ça, Michel. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne nie pas ça. Je suis contre la solution que tu proposes. J'ai pas proposé de solution. J'ai posé une question. J'ai pas proposé de solution, Carlos. J'ai posé une question parce que je pense que c'est une question que, évidemment, nos dirigeants se posent. Moi, j'ai déjà entendu des politiques qui ont été en poste, qui ont dit un jour ou l'autre, il va falloir interdire les réseaux sociaux en France. Je l'ai entendu, de manière très très claire. Je suis pas pour cette solution-là. Interdire Internet aussi. Il faut interdire Internet. Mais tu vois, et revenir à la RTF. Essayons un peu de nuance dans ce qu'on est en train de dire, s'il vous plaît. J'ai pas envie de faire le mec relou, tu vois, qui te dit juste essayons de se poser simplement la question. Ça ouais, non. Non, pas du tout. En l'occurrence, il est pas politique. En l'occurrence, non. Mais on peut tout simplement peut-être se demander s'il n'y a pas un curseur quelque part à mettre. T'as moins de 15 ans, bah non, t'accèdes pas aux réseaux sociaux. Je suis désolé. T'as plus de 15 ans, peut-être que tu peux faire la part des choses, peut-être qu'on peut mettre en place des programmes pour pouvoir faire en sorte d'éduquer les gamins face au deepfake. Il y a un certain nombre de choses. J'ai pas toutes les solutions. De toute manière, je suis pas un politique, mais je pose la question parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir se la poser, il va falloir prendre des décisions. Attends, on écoute Flavie. Je veux la réaction de Flavie et je te donne la parole ensuite, Valron. Flavie. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, Est-ce qu'il faut interdire Internet? Ma fille a 6 ans, je pensais la mettre sur Sora dans pas longtemps pour qu'elle m'aide à percer, tu vois, sur ce nouveau réseau social. Je suis un peu dégoûtée. Elle a tout pigé, Flavie. Non, mais je veux scaler mes enfants. Non, mais imaginez un instant qu'on ait dit la même chose d'Internet quand Internet est né. Qu'on ait dit ah non, mais attention, il y a d'énormes dangers. Comme on ne savait pas, on a laissé faire. Et on a créé ce réseau absolument incroyable. Mais le risque n'était pas le même, Carlos. Si, regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Si, pas du tout. Sauf qu'on les connaissait pas. 99, Internet arrive. À aucun moment, on est dans une situation équivalente à celle qu'on connaît aujourd'hui face à cet outil. Internet n'a pas inventé les cyberattaques. Internet n'a pas créé les méchants. Les méchants déjà existaient déjà. Ils étaient peut-être pas encore sur Internet. Mais des violeurs, des pédophiles, des pédocriminels, il y en avait avant Internet. Mais imaginez un instant qu'au moment où la création d'Internet arrive, qu'il y ait une autorité qui dise « Non, mais attendez, c'est trop dangereux. » Et donc nous, État central, on va déterminer quel contenu devrait être publié sur Internet et quel contenu ne devrait pas être publié sur Internet. Moi, c'est ça qui me fout les boules. Non, mais attends. Là, on dit n'importe quoi. Je suis désolé. Il y a des études, il y a des bouquins, il y a des thèses entières qui ont été réalisées pour montrer que les réseaux sociaux avaient un impact sur notre santé mentale. Ça, tu peux pas le nier. Le fait qu'on ait des pics de... Bon, alors non, mais juste je dis pas ça. Non, ok. Non, mais c'était pas le cas pour Internet. C'était pas du tout le cas. La question n'est pas du tout la même. Elle est pas forcément la même, mais elle est là-dessus, Michel. Moi, sur la question que tu poses, je comprends complètement le besoin qu'on peut avoir de réguler. Et encore, faut décider des régulations. Moi, c'est pas mon domaine d'expertise, la régulation. Donc, j'enlève la côté régulation, mais c'est surtout sur le principe philosophique qu'on veut avoir derrière. Déjà, des réseaux sociaux contrôlés, ça existe. Ça s'appelle la Chine. Chacun est libre d'y aller s'il veut. Moi, c'est pas mon délire. Mais je le dis quand même parce que c'est important de se rendre compte que pour le coup, des réseaux sociaux qui servent à faire en sorte que les étudiants et les jeunes, ils apprennent plutôt qu'ils s'abrutissent, ça existe en Chine.
Mais du coup, ça a les dérives que la Chine a. Mais moi, pour le coup, c'est une question. Pour moi, c'est une bataille en tant que libéral, c'est une bataille de globules blancs et de cellules cancéreuses. On va dire que tout ce qui va être désinformation, deepfake ou manipulation, c'est des cellules cancéreuses. Moi, je suis convaincu que la meilleure réponse qu'on peut adresser, c'est d'inonder les réseaux sociaux de globules blancs, de contenu éducatif, de contenu marrant, de contenu sympa, de contenu qui motive et tout. Et ça, moi, je suis convaincu que ça a un impact énorme. Je le pensais aussi. Je le pensais aussi. Juste réponds là-dessus et après je t'amène vas-y. Juste là-dessus, j'avais exactement le même discours. Je pense que je l'ai même porté ce discours sur un des épisodes de Silicon Carnet. Le seul problème, c'est que c'est un hacking de notre cerveau. Ces machins hackent notre cerveau et il n'y a aucune visibilité pour les contenus positifs par rapport aux contenus néfastes. Ça ne marche pas. Moi, ça fait des années que je me bats et vous voyez les contenus que je peux créer, ça décolle pas. Alors, je suis peut-être nul, hein. C'est possible, mais que ce soit du TED, que ce soit des contenus éducatifs, ça ne décolle pas, ça ne fait pas le poids face à des contenus clivants. Non les gars, je voulais un peu couper la poire en deux entre vous parce que je trouve que c'est un peu hypocrite aussi ce discours, un tout petit peu. Valran, je me permets. C'est, tu vois, ça me fait penser aux mecs qui ont designé les apps, le scroll infini, le doom scrolling, etc., qui interdisaient l'iPad à leurs enfants. Et je pense que, enfin, moi c'est mon cas en tout cas, je laisse pas les écrans à mes enfants. Donc quelque part, je suis pas pour l'interdiction, mais j'ai vraiment l'impression, tu vois, que c'est genre le dealer qui va dire à ses enfants, tu touches pas à cette merde, quoi. Donc il y a un petit peu ce petit côté, on sait que c'est pas bien, on sait que le brain rot et compagnie, voilà, on veut pas leur empêcher complètement et je pense qu'on peut pas le faire, on peut plus le faire. Mais voilà, le côté, il y a des contenus pédagogiques, on sait très bien que c'est pas ce qu'ils vont aller regarder nos enfants en priorité, quoi. Mais non, parce que c'est un hacking de notre cerveau. Mais il y a une solution, hein. Il y a une solution très simple. Moi, je suis plutôt un libéral. Je dis pas qu'il faut interdire, mais il faut responsabiliser. Typiquement, alors c'est une vraie question et ça pose débat. Responsabiliser les responsables des réseaux sociaux de la même manière que les éditeurs de presse, c'est une question qui se pose. Autrement dit, que tout ce qui se passe sur un réseau social, qui est publié par n'importe qui, rentre sous le coup de la responsabilité du propriétaire. Mais pas que de la plateforme. Social. Il n'y a aucun, dans tout ce qu'on est en train de dire, dans tout ce qu'on est en train d'évoquer comme chose horrible, il n'y a rien qui ne soit pas déjà puni par la loi. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle réglementation. Vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'un mec qui fait une saloperie sur une jeune fille et qui la met sur des trucs en position pornographique et qui détruit son image, sa réputation, c'est passible. Le mal est fait, c'est ça le problème, c'est que d'accord, mais il faut punir à la fois celui qui crée ce genre de contenu-là, et le punir sévèrement, et aussi la plateforme qui a laissé propager, effectivement, tu as raison, c'est pas simplement le freedom of speech, c'est aussi le freedom of reach, quoi, c'est-à-dire qui crée cette capacité de propagation. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une autorité morale supérieure qui viendrait interdire, parce que la loi est déjà là et qu'il suffit de l'utiliser et de punir les gens et les plateformes qui permettent ce genre de truc-là. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui... On parle d'Anastasie. Non, on parle pas de Stasi. Encore une fois, un peu de nuance. On peut simplement. Contrôle, ce qui en Europe, c'est là un peu la Stasi. Hein, non, mais c'est un peu la Stasi. On peut responsabiliser les plateformes sur les contenus qui sont diffusés sur ces plateformes et faire en sorte qu'elles soient obligées, d'une certaine manière, de faire le tri. Sur ce qui est sur ces plateformes, ce qui était le cas par exemple sur Twitter avant que Musk rachète. Alors c'est peut-être aller trop loin, on est d'accord, peut-être que on peut en discuter, mais non, là il y a un cadre culturel qui est différent, Michel. Le cadre culturel est totalement différent, je suis d'accord. L'Amérique et l'Europe, on peut pas comparer les deux, c'est pas le même cadre culturel et cadre légal. Bien sûr, d'ailleurs, il peut y avoir des versions des plateformes différentes. Absolument. En fonction de la juridiction et donc du cadre culturel. Mais encore une fois, on ne peut pas laisser faire sous prétexte je dirais une vision totalement plus que libertaire, sachant qu'aujourd'hui ça touche ce qui nous est le plus cher, nos enfants et nos démocraties. Donc peut-être qu'on peut commencer à réfléchir sans tomber dans l'extrême à mettre en place des dispositifs. On a parlé par exemple de la responsabilisation des plateformes, et je pense que c'est et des utilisateurs. Tu vois, l'anonymat, ça c'est une vraie question aussi.
Est-ce que l'anonymat devrait continuer à être autorisé sur ces plateformes ou non? Il y a des cas pour lesquels c'est important, par exemple les lanceurs d'alerte. Ça, c'est un vrai sujet. Absolument. Ouais, c'est un vrai sujet. Non, mais j'ai pas la solution, mais je dis juste que on ne peut pas tomber dans une solution extrême. Voilà. Je pense qu'il faut remettre un petit peu de... Oui, mais le totalitarisme de l'autre côté est aussi une solution extrême. Donc je suis d'accord. Oui, complètement. Mais Peter Thiel a une solution extrême. Tu cites Peter Thiel, mais Peter Thiel, c'est une catastrophe. Je veux dire, à un moment donné, quand tu parles du Léviathan que représenteraient les démocrates, ça c'est directement le discours de Peter Thiel. Franchement, tu relais sa propagande, tu devrais pas. C'est un extrémiste. Pourquoi je devrais pas? Mais parce que c'est vrai, je suis un extrémiste. Non, j'ai pas dit que tu l'étais. J'ai dit que tu relais des discours extrémistes. Mais non, mais je relais pas les discours extrémistes. C'est un discours qui existe, qui a lieu. Il faut qu'on en parle. Mais putain, c'est dingue ça. C'est parce que on parle de quelque chose. Forcément, si j'en parle, j'en deviens complice. Non, mais tu en parlais. C'est taré, quoi. C'est comme quand on envoie un messager à l'ennemi et que on n'est pas content du message qu'il a apporté et la réaction est toujours coupez-lui la tête. Le pauvre mec, il a juste apporté le message. Donc, et vous dites, vous devriez parler. Non, mais on m'a dit la même chose sur Oussama. On me dit la même chose. D'ailleurs, je continuerai tant que vous me direz de ne pas inviter Oussama, je continuerai de l'inviter. Justement parce que vous me dites de Moi, je t'ai pas dit de pas inviter Oussama, je t'ai dit c'est très bien d'avoir invité Oussama. Vrai ou pas? C'est vrai. Il transpire le seul. Moi, ce qui m'intéressait dans Peter Thiel, c'était bien, je trouve, le précédent épisode, là, c'était le côté mystique, en fait, le regain de la spiritualité. Et en fait, on s'en fout on s'en fout pas du mec. Bien sûr que c'est une raclure pour certains sujets, mais le fait que les gens s'emparent de spiritualité et de mysticisme pour expliquer les choses qui les dépassent, c'est un gros mouvement de société avec, tu vois, l'absence de religion et compagnie. Et voilà, moi, je l'ai pris comme ça, Michel. Mais bon, après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Et en France, on l'a aussi. Je suis désolé, même si on est beaucoup plus athée et que ce discours, en tout cas chez les intellectuels, est moins présent, mais dans la société, descendez les gars des étages, sortez de la porte d'Orléans, allez faire un tour ailleurs, et vous verrez que cette notion mystique et cette notion, que ce soit du côté chrétien ou même du côté musulman, elle existe. Elle existe. Il y a un retour du mystique. Non, mais pour expliquer les choses. Les baptêmes sont en hausse en France. Ils ont doublé en à peine 3 ans là. Non, mais au-delà du mouvement global de mysticisme et tout, pour en revenir un peu sur la question, on va dire de la réalité dans laquelle on vit, de la responsabilité des plateformes et tout. Moi, je pense qu'il y a aussi une question de système. Moi, je trouve que la tech, c'est qu'un avis personnel, mais la tech mondiale qui a globalement émergé avec Apple, Microsoft dans les années 80, en fait, ont créé des systèmes qui sont tellement puissants qu'on les assimile quasiment à des États ou à des administrations publiques. La preuve, nos débats publics, citoyens, sont quand même majoritairement faits sur des plateformes privées, ce qui interroge pour plein de raisons. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il faut qu'on se pose la question des systèmes. La régulation, c'est une chose. Et pourquoi pas faire de ces systèmes des systèmes régulés. Mais pour moi, la question, je reviens sur les notes de la communauté, ça peut être autre chose comme système. Mais des systèmes qui sont internes aux réseaux sociaux et qui sont là en antidote de ces dérives, ça me paraît beaucoup plus puissant que, 1, le chaos généralisé qui est un peu ce qu'on est en train de vivre, ou 2, ce qui, moi, me terrifie le plus au monde, c'est-à-dire la décision dans les mains de quelques personnes en fonction de ce qu'on va diffuser ou pas. Et mine de rien, les liens entre les démocrates et Twitter, et même entre les démocrates et beaucoup de réseaux sociaux, d'ailleurs entre les républicains et les réseaux sociaux aussi, ça Quand existait. tu dis démocrate, je le précise pour les gens qui nous écoutent, tu parles du Parti démocrate américain. Le Parti démocrate américain, où en fait il y avait des interférences entre les politiques et les réseaux sociaux. Bien sûr. Moi, ça me fait plus peur que le chaos dans lequel on est. Mais je suis convaincu, comme toi, Michel, qu'il faut une troisième voie. Mais en revanche, entre le chaos généralisé et l'influence de puissance sur les décisions prises sur la censure sur les réseaux sociaux, moi, le chaos généralisé me fait moins peur, parce que sinon, j'ai vraiment l'impression que si Trump et sa clique mettent la main sur les réseaux sociaux et sur ce qu'on a le droit de dire ou pas dessus, crois-moi que le discours démocrate ambiant qui avait un petit peu dominance avant le Covid, il va s'effondrer. Parce qu'il va disparaître de nos écrans. Et ça, moi, ce qui me fait le plus peur dans tout ça, c'est que si on limite ce qu'on voit sur nos écrans, on va limiter ce qu'on est capable d'imaginer, de créer, de réfléchir, de voter
Et ça, moi, j'en ai en vrai très peur. Et pour le coup, on n'en est pas à des années-lumière. Je veux dire, chat control en Europe, que heureusement, cette année, on va voter contre, notamment grâce aux Allemands, ce qui est quand même assez ironique. Putain. Ils savent de quoi ils parlent, très peur, historiquement, ils l'ont vécu, donc ils savent de quoi ils parlent. Mais c'est d'ailleurs ce qu'a dit un député européen allemand là-dessus. Moi, pour le coup, je trouve que tout ce qui peut mener à ce qui ressemble à chat control, mais on retrouve la même chose avec les crypto-monnaies de banque centrale, les CBDC, les CBDC. L'idée de se dire qu'on est capable d'aller contrôler numériquement avec un État centralisé est quelque chose que je trouve super flippant parce que ça va dépendre de la personne qui est aux manettes à ce moment-là. Et je rajouterai un dernier truc là-dessus, c'est pareil pour le DSA. Le DSA en Europe qu'on nous vend en France comme un outil progressiste, une architecture progressiste de contrôle des réseaux sociaux, c'est une architecture progressiste en France parce que ceux qui régulent le DSA en France sont progressistes. Mais en Hongrie, ils sont pas du tout progressistes, les mecs. Donc le DSA est appliqué par l'administration Orban, donc en fait va réguler des contenus anti-avortement, enfin ce genre de choses. Il faut comprendre. Et on a la même chose aux États-Unis en ce moment, puisque aux États-Unis il y a un grand débat. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de régulation, bien évidemment, de l'intelligence artificielle, qui est en train de se faire au niveau des États. Et donc là, Trump avait ouvert la porte, et là maintenant il y a les 50 États qui viennent chacun avec leur réglementation pour réglementer sur les États. Et c'est exactement le même problème que tu dis, c'est que effectivement la réglementation de la Californie progressiste vis-à-vis de celle de l'Alabama va être très très différente, et ils vont s'emparer de cette capacité à modérer, à interdire, etc., etc. On a le même problème ici aux US. On fait comme si aujourd'hui les réseaux sociaux aux États-Unis étaient dans un chaos avec un free speech, avec une liberté totale, et c'est absolument faux. C'est-à-dire que avant l'administration Trump, pendant l'administration Biden, prenons l'époque de Twitter, juste avant que Musk rachète, il y avait effectivement une censure sur les réseaux sociaux. On est d'accord. Des Twitter files. Mais aujourd'hui, ne croyons pas qu'on est rentré dans une phase de neutralité absolue. Absolument. Pas du tout. C'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, les algorithmes poussent des contenus avec une couleur politique déterminée. Et cette couleur politique, on la connaît. T'as la même chose dans les journaux, Michel. Non, c'est pas du tout. La couleur politique sur CNews, elle est aussi déterminée par son actionnaire. Alors, tu vas me donner, cite-moi des réseaux sociaux portés par vraiment des réseaux sociaux qui pèsent, qui ont gardé la couleur politique démocrate. Il y en a plus. Ils ont tous basculé. Threads. Threads. Si tu veux retrouver tous les quel est le poids de Threads par rapport à X par rapport? Non, arrête. Personne n'est sur Threads. Pour le coup. Donc, à un moment donné, si on veut parler des réseaux sociaux comme étant un lieu, un espace, un média finalement avec une couleur politique, peut-être, mais il n'y a pas aujourd'hui de diversité dans ces cas-là. Et c'est pour ça que moi je compare pas les médias aux réseaux sociaux, c'est pas du tout la même chose. Mais à un moment donné, il va falloir aussi dire à tout le monde que derrière X, il y a un agenda politique. L'algorithme pousse un certain nombre de contenus. Il faut pas être complètement naïf non plus. Après, il y a quand même un phénomène de bulle de filtre, et c'est ça aussi que favorise l'algorithme. Alors, je suis d'accord, au début, ça te présente certains contenus, mais moi, j'ai la chance, ou la malchance en fonction, c'est selon, d'être dans les cas que tu citais dans un précédent épisode, Carlos. Tu sais, les couples qui ont du mal à se former parce que les meufs de gauche veulent pas être avec des mecs de droite. Bon, moi, je suis dans un couple mixte sur ce sujet. J'ai pas du tout les mêmes vues politiques que mon mec, et je vois bien qu'on a deux bulles de filtre sur les mêmes réseaux sociaux, mais diamétralement opposées. Enfin, c'est comme si on ne vivait pas dans la même réalité. Et donc, tout à l'heure, Michel, quand tu disais c'est la fin de la réalité partagée, mais moi, ma réalité, elle est déjà pas partagée. C'est-à-dire qu'on va rentrer d'une journée, et si on commente l'actualité tous les deux, alors on le fait pas dans le même monde. On trouve d'autres sujets de conversation. Mais je veux dire, on a l'impression qu'on vit pas sur la même planète. Ouais, c'est super intéressant. Je sais pas ce qu'on peut en retenir, mais c'est aussi peut-être le fait d'apprendre à se parler malgré ce qu'on consomme comme contenu et se retrouver sur certains sujets, quoi. Ah bah tiens, j'en profite parce que je vais faire de la promo pour mon podcast, parce que je reçois dans 2 semaines Mathieu Lefebvre, qui est le fondateur de More in Common. Michel, je le dis. C'est intéressant, moi je l'écoute. Ouais. Et More in Common, c'est quoi? C'est une initiative internationale qui vise à identifier ce que les populations au sein d'une société peuvent avoir en commun. On passe notre temps à vivre dans des mondes clivés, ultra clivés. More in Common font des études, ils
ils communiquent, ils travaillent avec des gouvernements, ils travaillent avec des entreprises aussi, hein, pour régler les problèmes d'hyperpolarisation à l'intérieur des entreprises. Et l'épisode sort pendant 2 semaines. Comme dit Flavie, ça existe hyper intéressant aussi au sein du couple. Ouais. Mais c'est intéressant, Michel, je note pour te connaître maintenant un peu que tu bouges, ta ligne bouge. Tu es en train et tu n'as pas toujours eu ce discours-là. C'est top. Mais attends, c'est génial. Hein. Moi aussi, je bouge. Hein, mais je nuance un tout petit peu dans l'émission. Après, tu sais comment ça se passe. Je suis face à des. Là où je vous rejoins et je terminerai et je vais pas répéter tout ce que vous avez dit parce que vous avez dit des choses super intéressantes et merci d'avoir pris un temps de votre dimanche, de votre soirée pour venir partager tout ça avec nous dans Silicon Carnet. Mais une chose que je note et c'est qu'effectivement, je pense que tu as raison, Michel. Ces géants de la tech ici dans la Silicon Valley sont en train de nous tester. Ils sont, à travers tous ces trucs-là, ils sont en train de nous tester et ils nous testent de plein de façons et peut-être aussi de la façon dont Valorant quel monde vous voulez et ces perspectives là, ces différents futurs. En fait, les géants de la tech, ils s'adapteront à nos choix. Parce que eux, ils font du business. Donc en fait, ils sont en train de tester parce je pense qu'ils sont dans le flou comme nous. Ils ne savent pas vers quoi est-ce que le monde veut se diriger et que finalement c'est à nous de décider et eux s'adapteront parce qu'eux ils ont juste besoin d'un truc, c'est de faire du pognon. Donc c'est nous qui avons la main. Hein. Et donc qu'est-ce qu'on veut faire de ces outils-là ? Mais c'est d'ailleurs toute ma thèse sur le fait de ne pas vouloir devenir la Chine. C'est parce que justement, on a envie que le marché puisse s'adresser aux réseaux sociaux en disant ça nous va pas. Mais il faut quand même moduler et modérer un truc. Et ça, là-dessus, je suis 100% d'accord avec Michel. Ils investissent des milliards pour nous hacker le cerveau. Donc, le bras de fer, on va dire marché versus plateforme, il est très déséquilibré. C'est pas pour autant qu'il faut pas exercer ce rapport de force. Mais de fait, exerçons-le en étant ultra créatif plutôt qu'en balançant des fake news à gogo et tout ce qui va avec, quoi. Mais non, c'était top. J'étais ravi de faire cette émission avec vous. On a dit plein de trucs passionnants. J'espère que ça aura plu aussi aux éditeurs. Merci en tout cas si vous nous avez écoutés jusqu'au bout. Et si cet épisode vous a plu, pensez à commenter. Ça aide vachement hein, de laisser des commentaires. La conversation, elle est pas contre nous, elle est aussi avec vous. Et il y a beaucoup de commentaires super. Il y a aussi beaucoup de merde, hein, mais il y a aussi des commentaires super intéressants et super cool. Donc et moi, j'ai vu que Flavie, toi aussi, tu viens répondre à des commentaires. J'aime bien venir dans les commentaires. Moi, j'ai une émission communautaire aussi. Je trouve que la conversation continue entre les plateaux et même entre nous. On se croise pas toujours sur les tournages, donc ça me fait toujours kiffer d'aller mettre un petit mot si je suis pas d'accord avec le professeur, par exemple, ou des trucs comme ça. Exactement. Alors venez nous rejoindre dans les commentaires, likez, partagez ces émissions autour de vous. Et puis si vous voulez continuer la conversation plus en privé avec nous, rejoignez la Hacienda, c'est notre groupe WhatsApp et notre groupe Discord. Je vous donne rendez-vous très très vite pour un prochain épisode de Silicon Carnet. Allez, je vous embrasse. Ciao. Hasta luego amigos. Bye bye.